Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Ce soir, débat des primaires socialistes, acte 2. Les 6 candidats ont confronté leurs idées, leurs propositions durant 2 heures. Il y a eu des échanges, quelques pics et beaucoup de promesses pour un débat animé. Alors décryptage ce soir avec de nombreux invités et analystes et réaction de notre invité politique, le candidat officiel du PS au Sénat, Jean-Pierre Bel. Nous évoquerons également avec lui, bien sûr, le nouveau Sénat à gauche. Le gouvernement avait certainement rêvé d'un tout autre budget à quelques mois de la présidentielle, mais la conjoncture économique et l'été meurtrier sur les marchés a tout balayé, laissant place à des arbitrages budgétaires encore plus stricts pour ramener le déficit public à 4,5% du PIB en 2012 et 3% en 2013. Les syndicats s'inquiètent des conséquences sur les salariés. Et puis a-t-il franchi la ligne jaune? Philippe Courroy, le procureur de Nanterre, est menacé d'être mis en examen dans le cadre de l'enquête sur la violation présumée des sources d'un journaliste du Monde. Celui qui était auparavant considéré comme un modèle d'indépendance a vu sa réputation minée par l'affaire Bettencourt. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Plus d'échanges que la fois dernière, quelques pics, pas vraiment d'attaques frontales et beaucoup de propositions, notamment sur le terrain économique et social. Le deuxième débat des primaires a permis aux 6 candidats de détailler leur vision. Bérengère Danglas. C'est la lutte contre la crise qui a occupé la part la plus longue du débat et où les positions divergent le plus. Non, ces réponses-là sont beaucoup trop bureaucratiques et beaucoup trop longues. Moi, je veux inscrire dans la loi l'interdiction des licenciements boursiers. Quand j'entends tout ce qui a été essayé, qui a 50 ans et qui n'a pas marché, je dis nous sommes en train, quand on va dans cette direction, de porter atteinte à notre crédibilité et je ne suis absolument pas d'accord. Proposée par Manuel Valls, la TVA sociale ne fait pas l'unanimité non plus. Et si François Hollande est beaucoup moins concret dans ses propositions, il joue tout de même le maître d'école. Il y a des idées, c'est déjà beaucoup. C'est bien, non ? C'est bien. C'est le but de ces débats de primaire. Et c'est sur les affaires que finalement le ton monte, tandis que Martine Aubry réclame le respect de la présomption d'innocence. Montebourg monte au créneau. Vous savez, lorsque les socialistes à l'Assemblée nationale, dont je fais partie, ont demandé la démission de M. Woerth, il n'avait commis aucune infraction et la justice n'était même pas saisie. Moi, je ne l'ai pas demandé. J'en ai fait partie avec les autres, et y compris le président du groupe. Lorsque Mme Alliot-Marie a fait des bêtises en Tunisie, ce n'était pas une infraction pénale, nous avons demandé sa responsabilité politique. Pour le reste, sécurité et immigration, c'en est fini de l'angélisme. Tous les candidats reconnaissent qu'il faudra désormais être ferme. Et puis la question ce soir, qu'en ont pensé les militants socialistes? Quelle impression post-débat? Eh bien, nos équipes sont allées à leur rencontre à Paris, notamment dans le camp des aubristes et dans celui de François Hollande. Tous les détails avec Aurélien Romano. Ici, c'est le lieu des concerts, un lieu jeune, à l'image de l'axe principal de campagne de François Hollande. Des têtes d'affiche, mais surtout beaucoup de militants Internet qui réagissent en direct. Je pense que ça reste très respectueux, comme ce que je mettais dans un tweet. Ils sont encore assez respectueux, ils se tutoient, ils s'interpellent. Et je pense que c'est plutôt de très bon augure pour la suite. Pas de troupes galvanisées ici, à l'image de son favori, on prend de la hauteur. Autre ambiance chez les partisans de Martine Aubry, un lieu plus feutré, mais des troupes galvanisées. J'ai bien aimé quand elle a expliqué que certes on était dans un monde d'argent, mais qu'on ne pouvait pas tout faire avec l'argent et résoudre tous les problèmes avec l'argent. J'ai trouvé bien reconnu la Martine Aubry que l'on connaît depuis de nombreuses années. Ici aussi, quelques soutiens connus, mais surtout une armée de petites mains qui veulent en découdre. Que François Hollande, malheureusement, dévie un petit peu et n'est pas très clair sur certaines questions, notamment sur la règle d'or, la loi cadre, etc. À la fin du débat, chacun a trouvé son candidat le meilleur, mais face aux petites attaques, les militants de Hollande le trouvent à la hauteur. Donc évidemment, il y a un peu d'agitation autour de lui dans ce débat, mais il ne va pas réagir à chaque proposition nouvelle. Non, il est toujours sur la même proposition. Verdict final le 9 octobre. Et pour évoquer ce deuxième débat, analyser la prestation des 6 candidats et leurs propositions, avec nous ce soir David Revaud-Dallon. Bonsoir. Bienvenue à vous, journaliste au Monde, spécialiste du PS. Alors, sur la forme déjà et de manière générale, comment vous avez vous-même trouvé ce débat ?
Je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé un petit peu moins ennuyeux que le premier, qu'il avait quand même été un peu, il faut le dire, notamment parce qu'il s'était beaucoup attardé sur les questions budgétaires, la question de déficit, etc. Là, on a balayé quand même l'ensemble des thématiques, l'économique, le social, le sociétal, la forme également qu'avaient choisi vos concurrents d'ITélé Europe 1 pour organiser ce débat, c'est-à-dire qui permettait... mais nous étions aussi de la partie avec les chaînes parlementaires. Donc, qui a permis d'animer ce débat, de donner un peu de vie et de permettre des échanges directs, ce qui avait, je dirais, manqué au premier débat. Mais en revanche, ces échanges directs n'ont pas occasionné de controverses ou d'opposition frontale. On va en parler, mais il y a eu évidemment des points de désaccord, des points de friction, mais ça s'est globalement très bien passé dans une très bonne tenue. La tenue correcte était d'ailleurs exigée et c'est ce qui s'est passé. Et je crois que c'est un bon point pour la primaire et pour les socialistes. Il n'y aura pas de petits meurtres entre camarades. Pour l'instant, il n'y en a pas eu ce soir du moins. Alors sur le fond, il y a eu beaucoup de propositions, d'échanges, notamment sur le terrain économique et social, parfois très techniques, c'était très fouillé. Est-ce qu'il y a de vraies divergences dans les solutions qu'ils apportent ou qu'ils veulent apporter à la crise? Sur le positionnement de base, non. Je crois qu'on est évidemment sur une option très régulatrice, redonner évidemment du rôle à la puissance publique, redorer le rôle des services publics. Je crois qu'on en parlera aussi avec Jean-Pierre Bel tout à l'heure sur le plan des collectivités territoriales. Mais globalement, sur cette base-là, ils sont d'accord. Après, il y a des détails, des positionnements un petit peu divers sur les façons de y parvenir. Il y a le débat à porter, on l'a vu, sur la question de l'emploi. Est-ce qu'il faut rééditer le dispositif emploi jeune façon Lionel Jospin? C'est ce que préconise Martine Aubry avec ses 300 000 emplois aidés. Est-ce qu'il faut au contraire instituer un nouveau contrat de génération comme François Hollande qui a été critiqué par Martine Aubry? Il y a eu la TVA sociale également. Manuel Valls s'est prononcé pour, tous les autres contre. Donc voilà, il y a eu beaucoup de débats et on voit que sur les moyens d'y parvenir, ils sont pas tout à fait d'accord et c'est évidemment Arnaud Montebourg, une fois de plus, avec des solutions plutôt radicales. C'est le héros de la démondialisation qui, pour le coup, s'est un petit peu plus démarqué de la ligne générale. Ces propositions à l'instant, la réaction du secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, qui dénonce la course aux promesses démagogiques à laquelle se sont livrés, selon lui, les candidats ce soir. Alors, un candidat, François Hollande, qui reste sur sa ligne ce soir en fixant le cap, il est finalement constant. Est-ce qu'il se réserve pour la suite ? Je dirais que François Hollande a été extrêmement prudent ce soir. Et si je devais même livrer un diagnostic, je dirais qu'il n'a pas été le meilleur, loin de là. Pour moi, ceux qui ont marqué des points ce soir, ce sont Ségolène Royal, qui n'avait au contraire pas été bonne lors du premier débat, et Manuel Valls et Arnaud Montebourg, qui ont des positionnements très marqués. L'un à droite du parti PS, l'autre à gauche. François Hollande, qu'est-ce qu'il a fait ce soir? Il s'est surtout contenté, je dirais, de gérer son avance, comme on dit en football. Quand un club est leader du championnat avec quelques points d'avance, ça marche apparemment quand on regarde les sondages. C'était la stratégie, zéro prise de risque, ne pas faire de faute, ne pas faire l'erreur qui lui coûterait les quelques points fatidiques. De ce point de vue-là, c'est réussi. Maintenant, ça a un petit peu coûté, je pense, en clarté, en prise de position. Très clairement, il ne s'est pas avancé, n'a pas pris de risque et a géré en bon père de famille son avance. Bon, c'est de bonne guerre. Vous-même, quel moment vous retiendrez de ce deuxième débat? Quelle joute verbale? Quel moment peut-être d'émotion, s'il y en a eu? D'émotion, je n'irai pas jusque-là parce que les candidats étaient quand même extrêmement concentrés, évidemment. Il s'agit du deuxième tour. On est dans le money time. On est à 10 jours c'était le deuxième débat. On est à 10 jours du premier tour. Donc, d'émotion, non. Après, il y a eu des échanges intéressants. Je pense notamment à l'échange sur le droit de vote des émigrés qui a été assez révélateur. Manuel Valls s'étant évidemment distingué de ses camarades, ayant pris une position plus radicale que les autres. Il y a eu l'échange entre Arnaud Montebourg et Martine Aubry sur le cas Guérini, bien sûr, qui n'était peut-être pas pour les non-initiés ou grand public très parlant, mais qui pour les observateurs de la vie politique était assez intéressant, puisque là, Arnaud Montebourg a cherché très clairement à faire trébucher, à mettre une peau de banane sur la route de Martine Aubry, et c'était relativement réussi puisqu'on a vu qu'elle n'a pas forcément très bien réussi à s'en dépêtrer. Est-ce qu'il y a aussi le moment entre Arnaud Montebourg et Manuel Valls sur peut-être une question un petit peu philosophique, être, ne pas être de gauche? Qui a le monopole de la gauche? Personne. Oui, alors là je dirais que c'est un petit peu le match des jeunes premiers, des jeunes quinquas entre guillemets, même s'ils n'ont que 49 ans pour l'instant. C'est une jeunesse qui dure pour ça. Effectivement, ce sont deux candidats qui sont sur une ligne tout à fait différentes, l'un à droite pour Manuel Valls, l'autre à gauche du parti pour Arnaud Montebourg, on l'a dit tout à l'heure, mais ils ont quand même en commun d'avoir le même âge et de se battre finalement pour incarner la relève face aux éléphants entre guillemets que sont Hollande, Aubry et Royal. Et là-dessus, évidemment, ils se rendent coup pour coup, et on a vu que Manuel Valls avait repris la fameuse formule
du débat présidentiel historique en disant vous n'avez pas le monopole de la gauche à son ami Arnaud Montebourg, à son camarade Arnaud Montebourg qui l'accusait d'être effectivement à droite. Oui, effectivement, l'amour remplace le cœur. Merci beaucoup David Rovdalon. Restez avec nous, on va continuer à parler de cela. Je me tourne vers notre invité politique ce soir, candidat officiel du Parti socialiste à la présidence du Sénat, Jean-Pierre Bel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. D'abord, merci de nous accorder pour le 22h de Public Sénat cet entretien avant l'élection de samedi. J'imagine que j'avais suivi avec beaucoup d'intérêt ce deuxième débat des primaires socialistes. Vous l'avez trouvé aussi trop prudent, François Hollande ? Non, je crois que David Rovdalon l'a bien expliqué. François Hollande est dans une position un peu différente. Vous savez, je pense qu'il est très important pour nous de faire entendre ce qui peut différencier les candidats les uns par rapport aux autres. Mais il faut surtout penser à l'après-primaire, à l'après-débat et l'après-primaire. Et c'est vrai que François Hollande a certainement cherché à ne pas créer des fossés entre les candidats. Et peut-être, à certains moments, j'ai trouvé qu'il était celui qui réalisait la synthèse, qui rassemblait un peu toutes les questions qui étaient posées pour essayer de tracer le cap. Voilà. Bon, donc c'est effectivement un rôle qui est un petit peu ingrat, mais il faut bien qu'il y en ait un qui l'accomplisse. Un rôle ingrat, mais qui porte ses fruits dans les sondages, qui se suivent et se ressemblent. François Hollande a significativement creusé l'écart avec les autres, notamment avec Martine Aubry. Est-ce que selon vous, Jean-Pierre Bel, c'est durable, voire définitif ? Vous savez, les sondages, il faut toujours s'en méfier, et en l'occurrence sur une primaire, c'est encore plus vrai. Et je pense qu'il faut aussi se garder de toute surinterprétation des sondages, parce que ça pourrait avoir un côté frustrant pour ceux qui vont aller voter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si cette primaire aura plus d'intérêt après ce genre de débat qu'avant. Et je souhaite bien sûr qu'elle suscite beaucoup d'intérêt. Donc, il ne faudrait pas que les sondages soient un petit peu un élément banalisant les choses. Non, je crois que chacun a l'occasion de participer dans le fond à une belle leçon de démocratie. Je me permets de se régler en un tour. Est-ce que le 9 octobre, on peut déjà avoir, ça y est, le candidat? Vous nous donnerez aussi votre sentiment, David. Écoutez, je ne sais pas vraiment, je n'en sais rien. Vous souhaitez peut-être pour François Hollande je pense que ce qu'il faut éviter, c'est une confrontation qui pourrait être assez mal ressentie et utilisée par nos adversaires. David Rovdalon, il y aura... Je pense que la victoire au premier tour va être compliquée. C'est vrai que François Hollande accentue son avance. Il est aujourd'hui grosso modo à une quinzaine de points devant Martine Aubry. Alors avec toutes les réserves d'usage concernant les sondages et un panel d'électeurs finalement qu'on ne connaît pas puisqu'on saute dans l'inconnu avec cette élection comme l'a dit Jean-Pierre Bel. Mais cela dit, cette avance est précisé avec une régularité quasi mathématique selon les études, donc ce qui fait qu'il devrait logiquement l'emporter, sauf évidemment coup de Trafalgar ou retournement de dernière minute ou grosse faute. Maintenant, le premier tour, ça va quand même être compliqué parce qu'il y a beaucoup de candidats, donc il y a forcément une dispersion et fatalement, je pense quand même que ça va être compliqué de l'emporter d'entrée de jeu. Alors on lui avait reproché de ne pas trancher, mais François Hollande tranche, notamment ce matin. Jean-Pierre Bel, il a pris l'engagement de faire voter une loi interdisant le cumul des mandats s'il est élu. Est-ce que le Sénat de gauche y est favorable? Oui, bien sûr, puisque nous avions voté pour ce projet de loi qui avait été présenté par Lionel Jospin lorsqu'il était Premier ministre. J'ai moi-même déposé avec mon groupe une proposition de loi pour permettre de limiter le cumul des mandats entre une fonction de parlementaire et de président d'exécutif local. Donc sur cette question, il n'y a pas de problème entre nous. Il y a une nuance. François Hollande parle d'une application en 2014. Certains sénateurs, ils vont souffler, ils vont dire ouf, c'est pas pour tout de suite, alors que Martine Aubry, elle avait dit tout de suite, 2012, ça sera appliqué. Oui, mais la difficulté dans ce genre d'exercice, c'est que lorsque les lois sont votées, elles ne peuvent s'appliquer qu'au mandat qui suit. Elles ne permettent pas de démettre les parlementaires de leurs fonctions. David Rovdalon, sur ce point, il était important que François Hollande tranche, qu'il marque sa position sur ce sujet sensible. Je dirais qu'il y a quand même un débat un petit peu hypocrite sur la question du cumul des mandats. C'est vrai que Martine Aubry a tenté d'empoigner ce cheval de bataille pour effectivement s'opposer en championne de la rénovation. François Hollande était un petit peu plus embêté, on peut le dire. Il a aussi beaucoup d'amis au Sénat. Jean-Pierre Bel peut en témoigner. Et donc il a repoussé, lui, à 2014, alors que Martine Aubry avait fixé 2012. Mais on peut toujours trouver plus royaliste que le roi. Et on parle de Ségolène Royal qui, elle, a critiqué l'un et l'autre, l'une et l'autre, précisément, pour ne pas avoir été plus vite et abandonner tout de suite le cumul de mandats. Je crois qu'il y avait des raisons au fait que les socialistes, les parlementaires socialistes ne l'aient pas abandonné, notamment le fait qu'un ancrage territorial local, président de conseil général, président de conseil régional, maire de grande ville, permet effectivement d'asseoir son assise aussi parlementaire. C'est une raison tout simplement politique.
politique et c'est de bonne guerre. Après, on va voir ce qui se passera après 2012 si effectivement les socialistes vont joindre les actes aux paroles. Alors, avant 2012... Nous l'avons déjà fait, je rappelle. C'est sur les régionales. Et avant 2012, nous allons parler du Sénat à présent, un Sénat à gauche qui va voter pour son président samedi. Alors, il y aura en lice le candidat officiel du Parti socialiste, vous, Jean-Pierre Bel. Et il y aura aussi Gérard Larcher qui estime que sa candidature est celle du devoir. Et il réaffirme d'ailleurs ce soir qu'il n'y aura pas de négociation et de compromis pour glaner des voix à la gauche. Et puis il y a le troisième homme aujourd'hui qui est une femme, Valérie Létard, sénatrice du Nord et candidate du groupe centriste à la présidence du Sénat. On en parle dans un instant après ce sujet de Sandra Cerquera. Samedi, le duel Gérard Larcher-Jean-Pierre Bel n'aura pas lieu. Il y aura un troisième candidat, une femme, Valérie Létard, élue à l'unanimité par le groupe centriste. C'est elle qui l'annonce en personne après de longues heures de tractation. Nous sommes tous bien évidemment devant le constat que notre majorité a bien évolué, que notre Sénat a profondément modifié son équilibre politique et qu'il faut en prendre acte. Un candidat du centre, ce sont des voix en moins pour Gérard Larcher. Mais qu'importe, les centristes ont beau défendre le bilan du président du Sénat, la volonté de compter aura été plus forte. Ils ont sauvé la majorité de leurs sièges et veulent jouer la carte du rassemblement. Nous ne sommes pas favorables à une assemblée bipolaire. C'est bien qu'ici s'exprime un certain nombre de sensibilités et les centristes en représentent une très forte. C'est pas l'Union centriste qui accueille des gens, c'est quelque chose qui est en train de se créer. Et ça se fait, alors, tout ça se fait en douceur et bien. Jusque-là composé du nouveau centre, du MoDem et de l'Alliance centriste, le groupe pourrait compter des radicaux. Toute la journée, c'est l'ébullition. Des sénateurs du groupe RDSE, comme Jean-Marie Bockel et Emery de Montesquieu, seraient sur le point de les rejoindre. La majorité des sénateurs pense qu'il faut mieux faire quelque chose avec des groupes centristes. Je me plie à la majorité, mais des choses sont encore en gestation. Un groupe élargi avec une candidate pro-Borloo à la présidence du Sénat, au moment où la campagne se met en place. Jean Arthuis met déjà en garde contre une stratégie qui pourrait être utilisée par les prétendants à la présidentielle. Un troisième candidat, une candidate qui est sortie du chapeau pour représenter le groupe centriste. Jean-Pierre Bel, que c'est une candidature juste pour dire qu'ils existent sans plus? Non, je pense que c'est tout à fait légitime de la part de cette sensibilité qui est toujours très forte et très présente au Sénat de vouloir exprimer à la fois leur existence et puis ce qu'ils représentent. Le Sénat, en effet, ça a été dit par une sénatrice centriste, n'a pas toujours cette vision binaire, même si, vous le savez, je suis largement engagé dans ce combat politique entre ce que nous représentons, nous la gauche, et ce gouvernement. Et par conséquent, je crois qu'ils avaient tout à fait la liberté et la légitimité à être présents dans cette journée de samedi 1er Alors octobre. tout porte à croire que vous serez samedi le nouveau président du Sénat, sauf surprise, en entrant dans cette maison. Est-ce que vous imaginez un jour devenir le deuxième personnage de l'État ? Si votre question est de me demander si j'ai rêvé toute ma vie de devenir président du Sénat, je vais vous répondre non. Mais par contre, je peux vous dire que bien sûr, je me prépare depuis longtemps. Mon parcours à la fois électif dans ma région où j'étais maire, où j'étais conseiller général, où j'étais conseiller régional. Je précise qu'aujourd'hui je me suis appliqué le mandat unique, je ne suis que sénateur de mon département et président de mon groupe. Mon travail également au sein du Parti socialiste où j'ai exercé des responsabilités nationales. Les réflexions que j'ai pu avoir, notamment lorsque j'ai préparé le rapport sur les institutions à Ségolène Royat qui portait justement sur les problèmes du Parlement aujourd'hui et également quelques essais sur le bicamérisme à l'heure de l'alternance, le Sénat à l'heure de l'alternance, le bicamérisme rénové, m'ont préparé à une fonction qui est quand même une fonction extrêmement importante. Vous êtes prêt pour samedi. David Revaud-Dallon, justement sur ce parcours, c'est un long cheminement. C'est logique, c'est une ascension logique, naturelle pour quelqu'un, Jean-Pierre Bel, on peut le dire, qui n'était pas connu du grand public, qui l'est de plus en plus, ça y est aujourd'hui. Avant d'être... Tant de caméras ici au Sénat. C'est vrai que Jean-Pierre Bel n'était pas très connu du grand public, c'est un proche de François Hollande, il a quand même fait sa carrière, une partie de sa carrière de socialiste au parti, puisqu'il était secrétaire national aux fédérations et aux élections, deux postes quand même assez importants, de poste de numéro 2, numéro 3, carrière d'élu local, très impliqué effectivement dans sa région, dans son département.
c'est une carrière à la fois classique et en même temps, je dirais plutôt dans l'ombre. C'est pas quelqu'un qui a cherché à se mettre en avant, c'est quelqu'un qui a toujours cherché le consensus. C'est assez fin tactiquement. Ça, la recette. Assez fin tactiquement. Il n'est d'ailleurs pas pour rien, à mon avis, qu'il est proche de François Hollande. Et effectivement, le fait qu'il arrive aujourd'hui à ce poste de deuxième personnage de l'État, comme vous le disiez, c'est finalement un aboutissement assez logique. Et on attend beaucoup de ce Sénat à gauche. Alors, vous promettez, vous, Jean-Pierre Bel, que ce Sénat à gauche n'est pas synonyme d'obstruction. Mais le gouvernement s'inquiète, notamment pour le vote du projet de budget. Valérie Pécresse en appelle à votre, je cite, esprit de responsabilité, à votre sens des responsabilités en période de crise. Que lui répondez-vous ? Elle ne doit pas s'inquiéter. Que nous avons le sens des responsabilités, nous avons le sens de l'État, nous savons dans quelle situation nous sommes, mais en même temps, je pense que les Français ne comprendraient pas que nous assistions aujourd'hui sur des éléments fondamentaux, cruciaux dans le budget, dans le projet de loi de finances. C'est quand même l'essentiel des valeurs qu'on peut mettre en politique qui sont en jeu. Je pense qu'il est nécessaire que l'opposition s'exprime, et elle s'exprimera sans complaisance, mais sans obstruction. Vous l'avez dit, c'est pas du tout notre état d'esprit, et que ce soit pour la gouvernance du Sénat que pour notre travail législatif, nous sommes une assemblée politique et nous ferons entendre une voix, certes indépendante, certes une voix, je l'espère, la plus forte possible, qui permettra, je pense, des choses plutôt constructives. Vous savez, un gouvernement a besoin aussi d'être un petit peu aiguillonné par son opposition. Et nous savons bien comment fonctionne le Parlement aujourd'hui, avec l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Alors, quel sera votre premier geste, votre première action samedi, si vous êtes élu, à la fois pour votre camp et pour les autres, le camp adverse? Mon premier geste, ça sera d'aller saluer mes concurrents, ma concurrente et mon concurrent, bien sûr, car je suis très respectueux de la démocratie au sein de cette Assemblée. Et peut-être la première action, ça sera de me tourner vers les élus locaux et d'essayer de renouer le contact avec eux, d'envoyer peut-être une lettre à tous les élus locaux. Je sais bien qu'ils sont 550 000 dans ce pays. Pourquoi ? Parce que simplement, je pense qu'il faut que nous revenions dans un vrai dialogue, une vraie concertation. J'ai écouté, en particulier sur votre plateau, les sénateurs de gauche et de droite qui tous ont exprimé ce qu'ils ont ressenti, c'est-à-dire ce réel mécontentement qui est venu des territoires, ce désarroi même parfois, ce mécontentement. Eh bien, il faut travailler là-dessus, il faut les réunir. Nous préparons des états généraux des élus locaux qui peut-être seront, et si possible, j'aimerais bien qu'on puisse le faire, quelle que soit la sensibilité politique, car là, il faut échanger pour trouver une issue à cette réforme territoriale qui, je crois, pose beaucoup de problèmes. Pour terminer, est-ce que vous avez déjà arrêté votre avis, votre décision sur à qui attribuer la commission des finances du Sénat ou sur la formation d'un groupe vert ici au Sénat? Est-ce que vous allez le décider? Vous avez déjà une opinion? Comme vous le voyez peut-être un peu sur moi, je travaille beaucoup. Les journées sont pleines, je reçois beaucoup de monde, on discute beaucoup. Moi, je veux le faire dans l'échange. Je veux que cette maison garde sa particularité, c'est-à-dire la capacité de dialogue, de parler entre nous, de voir comment nous pouvons régler les problèmes tous ensemble. Et à l'issue, bien sûr, de ce dialogue, je serai amené à faire des propositions. À venir. Donc, dernière question, David Revaud-Dallon, sur ce nouveau Sénat de gauche, il sera constructif, il sera comment par rapport au gouvernement? Ça, c'est à Jean-Pierre Bel de le déterminer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une situation politique extrêmement intéressante, inédite bien sûr, mais surtout parce qu'on est quand même à 9 mois d'une présidentielle et que ce basculement pourrait être le début de quelque chose et qu'il marque en tout cas un réel mécontentement. Les élus de droite l'ont d'ailleurs dit, et ce n'est pas pour rien que les territoires ruraux d'ailleurs ont infligé dans une certaine mesure un désaveu à la majorité actuelle. Donc effectivement, je crois qu'il y a quand même du point de vue de la majorité une sérieuse réflexion engagée sur les erreurs qui ont été réalisées depuis 2007. Merci beaucoup. Merci David Revaud-Dallon et merci Jean-Pierre Bel d'avoir accordé cet entretien à Public Sénat aux 22h. Merci à vous et puis rendez-vous samedi sur bien sûr notre antenne pour suivre en direct cette élection. On remercie d'ailleurs les téléspectateurs de plus en plus nombreux à nous suivre lors de ces grands événements comme dimanche dernier et à être fidèles aussi aux 22h à ce journal. Alors dans quelques instants, de nombreux invités vont nous rejoindre pour réagir à l'actualité de cette soirée avec le deuxième débat des primaires, réaction à suivre d'invités politiques écologistes. Oui, ils seront les partenaires du PS. Nous verrons donc ce qu'ils ont pensé de ce débat et puis réaction aussi de la droite avec la déléguée générale adjointe de l'UMP, Valérie Rousseau-Debord, c'est tout à l'heure. Mais d'abord, l'actualité du budget aujourd'hui, exercice difficile tant l'atonie de la croissance a laminé les marges de manœuvre du gouvernement. On voit tout cela avec Paul Bouffard.
Budget virtuel, rencontre formelle, chacun va de son commentaire. François Baroin, ministre de l'économie, et Valérie Pécresse, ministre du budget, entament un long marathon impopulaire. Objectif, défendre leur projet de loi de finances 2012. C'est un projet qui est équilibré, c'est un projet de cohésion sociale puisque vous avez vu que nous tenons les engagements pris par le président d'augmenter l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse et puis c'est surtout un budget historique parce que d'une année sur l'autre les dépenses de l'État vont baisser. Quelques mesures symboliques se dégagent. Une contribution exceptionnelle prévoit de taxer à 3% les très hauts revenus à partir de 500 000 €. Certains parlementaires souhaitent un seuil d'entrée plus bas. Le PLF prévoit de raboter les dépenses de l'État, notamment avec la suppression de 30 400 postes dans la fonction publique, une économie de 167 millions d'euros. Il prévoit aussi l'alourdissement de certaines taxes sur l'alcool et le tabac notamment. Les déficits doivent se réduire et qu'il faut tenir sa parole. On n'a pas le choix. Pourtant, un projet de rigueur en forme d'examen blanc, car il risque de ne pas survivre plus de 6 mois. Un Sénat à gauche, les débats parlementaires seront houleux. Le gouvernement risque bien de revoir sa copie. Au Sénat, avec la nouvelle majorité, nous amenderons le projet de loi de finances qui nous arrivera de l'Assemblée et bien sûr nous voterons le texte que nous aurons remis à l'endroit. Une bataille budgétaire entre la nouvelle majorité sénatoriale et le gouvernement qui préfigure la campagne de 2012. Sur fond de crise européenne et d'aide aux États fragiles, l'objectif du plan d'austérité est bien de contenir les dépenses de l'État, contenir une dette record à plus de 85% du PIB cette année. Le deuxième débat des primaires socialistes analysé et décortiqué avec nos invités ce soir. Valérie Rousseau-Debord, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, déléguée générale adjointe de l'UMP et députée UMP de Meurthe-et-Moselle. Avec nous également Jacques Généreux, bonsoir. Secrétaire national à l'économie du parti de gauche. Avec nous également Yves Contasso, bonsoir. Conseiller de Paris, Europe Écologie Les Verts. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault, bonsoir Jean-Louis. Première réaction, le camp adverse, la droite, Valérie Rousseau-Debord. Vous venez d'entendre Monsieur Revaud-Dallon, plusieurs analystes et commentateurs pensent que le débat était de haute qualité. C'est votre avis ? C'était mieux que le premier, ça c'est évident. C'était un peu long, très sincèrement. Je trouvais la première partie objectivement plus intéressante que la suite. Intéressante à plusieurs titres, c'est-à-dire qu'on a pu voir les clivages réels qui existent entre les différents candidats. On a pu voir aussi qu'il y a, au-delà des différences de fond, des vraies différences de personnes et que les personnalités complexes qui sont actuellement au PS et au Parti radical de gauche font que je ne suis pas sûre que l'entente à l'issue du premier et deuxième tour se passe réellement bien. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est qui va sortir troisième, parce que c'est le troisième qui va faire l'élection. C'est le troisième qui va apporter ses voix au premier ou au deuxième et qui va aller peut-être un peu plus vers la gauche ou un peu moins. Et je crois que c'est ça qui va être intéressant. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que les deux têtes d'affiche, Madame Aubry et Monsieur Hollande, ne sont pas trop mouillés, pour dire les choses clairement, afin de sauvegarder certainement un certain nombre de voix. Entre les deux, qui sera le candidat le plus redoutable face à Nicolas Sarkozy ? Le plus redoutable, moi je crois que c'est Martine Aubry, parce qu'elle est très clivante pour nous, et je pense qu'elle attirera beaucoup plus à gauche. Parce qu'elle est peut-être la plus facile à battre par rapport à Nicolas Sarkozy. Non, parce que François Hollande, si vous voulez, François Hollande, non, c'est pas une posture. Oui. François Hollande, si vous voulez, par ses différentes prises de position successives, a montré qu'en fait la crédibilité, pour le coup, n'était qu'une posture en la matière, pour lui, notamment sur les 60 000 contrats sur l'éducation nationale. Donc, il est assez facile en fait à démontrer son incrédibilité. Nous le verrons tout cela. Alors, Yves Contasso, conseiller de Paris, je l'avais dit, Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous vous êtes senti, vous, concerné, parce que vous êtes un partenaire de ce parti? Est-ce qu'il y a des thèmes là qui vous ont touché ce soir? Oui, je crois qu'au-delà des aspects environnementalistes, il y a toutes les autres questions qui nous intéressent bougrement. On est dans une situation économique et sociale dramatique, un chômage qui atteint des sommets, une situation du secteur financier catastrophique, quasiment plus de capacité de financer les entreprises. Donc on est vraiment là au bord du gouffre, je dirais. Donc ces questions-là, elles nous intéressent et c'est pas par hasard que nous on met l'accent sur ces questions économiques et sociales. Il y a un entente évidemment avec vos partenaires. Il y a des points sur lesquels on est d'accord, il y en a d'autres où on pense qu'un peu d'audace Alors les autres m'intéressent. Où est-ce qu'ils ont manqué d'audace ce soir, Je pense que par exemple, sur les questions de la dette, sur la question du financement de l'économie,
aujourd'hui, il faut oser dire qu'on va revenir de manière beaucoup plus, je dirais, incitative et avec vigueur sur, par exemple, les 100 milliards de cadeaux fiscaux faits par M. Sarkozy, ce qui est considérable. 100 milliards, oui, ce sont les chiffres sur le bilan de M. Sarkozy depuis qu'il est président. Ah bon, on a deux économistes, ils vont nous le dire. Tout le monde le reconnaît que sur l'ensemble de son mandat, tous ceux qui ont regardé la fiscalité... tous les économistes, regardez. Mais non, mais un nom d'économiste. Écoutez, il y en a un seul, il y en a deux sur le plateau. Jean-Louis Gombault, et bien d'autres. C'est la Cour des comptes. Non, c'est la Cour des comptes. Enfin, oui, tout le monde dit que c'est 100 milliards, donc vous pouvez le nier, mais... La Cour des comptes, nous avons reçu M. Migaud la semaine dernière à l'Assemblée nationale, n'a absolument pas sorti ces chiffres-là. Ils l'ont publié en tout cas. Donc nous on dit qu'il faut revenir là-dessus, il ne faut pas avoir peur, effectivement, d'aller beaucoup plus loin. Taxer le capital au même niveau que les revenus du travail, c'est scandaleux aujourd'hui. Je vais donner un chiffre. Aujourd'hui, l'État français, c'est-à-dire nous, en réalité les contribuables, nous donnons 15 milliards d'euros par an au titre du paiement des intérêts de la dette au secteur financier français. Donc 15 milliards par an. Vous d'être plus créatifs, audacieux sur ce point. Ils ont manqué d'ambition, peut-être, selon vous. Jean-Louis Gombault, justement, il a été beaucoup question de dette, il a été beaucoup question de propositions sur le terrain économique et social. Dites-nous, sur les 6 candidats, qui a été le plus crédible, peut-être le plus audacieux? Je ne fais certainement pas. Je ne dirais pas qu'il était le plus crédible mais ce que je crois, c'est qu'on a vu des différences quand même. Et des différences, à mon avis, importantes. Évidemment, ce n'est pas sur cette affaire de contrat de progrès. Vous savez, même à l'UMP, vous avez des gens qui n'étaient pas pour baisser la TVA de la restauration, pour la défiscalisation des heures supplémentaires. Sur un certain nombre de mesures, on peut toujours trouver des différences. Ce n'est pas ça qui est important, même si ça pourra jouer dans la campagne, parce qu'on n'imagine pas Mme Aubry sur une tribune, mettons qu'elle ne soit pas choisie par les primaires, dire tous derrière François Hollande avec son contrat de progrès. Ça sera difficile. Mais au niveau de la pratique du gouvernement, il y a quand même une différence très très nette entre ces personnes. Notamment, il y a un clan interventionniste assez fort, où vous avez Monsieur Montebourg, bien entendu, Madame Ségolène Royal, et puis un clan, je dirais, qui ne se rapproche plus de la social-démocratie traditionnelle, avec Madame Aubry et Monsieur... Donc oui, mais quand vous êtes dans une crise très forte, je crois qu'il ne sera pas, ça sera peut-être simple de rassembler tout le monde pour la présidentielle, mais une fois qu'il y a un gouvernement, il y a quand même des différences. Et dans ce lot, je termine là-dessus, il me semble que François Hollande s'est quand même s'est détaché. Par cette façon qu'il a, par exemple, de dire, oui, il y a beaucoup d'idées, puis il rassemble le tout, et il arrive à faire une espèce il arrive, après, il est crédible ou pas crédible, mais il arrive à faire une espèce de synthèse. Voilà. Justement, Jacques Généreux, le parti de gauche, vos partenaires aussi, les socialistes, comment vous avez vu ce débat? La prestation, j'imagine que vous l'avez beaucoup suivi, celle d'Arnaud Montebourg, qui se rapproche peut-être plus de vos idées. Alors, d'abord, ne comptez pas sur moi pour arbitrer. Je ne vous ai même pas posé la question. Et pour faire effectivement des comparaisons entre les différents candidats, etc. C'est l'affaire des socialistes. Nous ne sommes pas partenaires du Parti socialiste pour le moment, sauf au sens où nous sommes partenaires de tous les mouvements de gauche. En ce sens-là, oui. Quel mot vous préféreriez alors? Non, mais le Parti de gauche est dans le front de gauche, d'accord. Et donc il a un candidat qui est Jean-Luc Mélenchon. Et donc ce n'est pas à nous effectivement d'aller dire si c'est tel ou tel des candidats qui sont dans la bien sûr que non, qui sont dans la primaire socialiste, qui a le meilleur programme, etc. C'était une bonne question. C'est juste pour préciser, non, je ne sais pas un reproche que je précise la nature de ma présence ici. Et donc, en tant qu'économiste du Parti de gauche et du Front de gauche, je veux bien, en revanche, discuter et commenter justement des propositions qui sont faites. Et donc faire des remarques générales déjà sur ce débat. On a compris l'avant-propos. Parmi les remarques générales, là, j'ai un point d'accord avec Yves Contasso, c'est que on est quand même aujourd'hui dans une grave crise financière, dans une grave crise de la zone euro. Et voilà, curieusement, je trouve un ensemble de propositions, mais conformément à ce qu'il y a dans le projet socialiste, qui est singulièrement silencieux sur, en réalité, sur le diagnostic fondamental qui est porté sur cette crise, et ensuite sur qu'est-ce qu'on fait concrètement pour sortir les pays de la crise autrement que par l'austérité. Autrement dit, et je pense que ce qui me frappe aussi, c'est que le sujet de l'euro, tout ce qui tourne autour de l'Europe, est écarté, est oublié, sans doute pour éviter